Donc, je vais commencer par vous présenter le réseau des animateurs chaleur renouvelable. Et puis après, Valérie déroulera sa présentation sur la biomasse, en espérant qu'entre-temps, on ait des interlocuteurs complémentaires. Donc, le réseau des animateurs chaleur renouvelable, c'est un réseau récent puisqu'il a tout juste un an. Il a été lancé par l'ADEME avec pour objectif d'accompagner les collectivités, les entreprises, les copropriétés dans les projets de développement de chaleur renouvelable. Pour ça, il y a un certain nombre de structures qui se sont positionnées et qui couvrent l'ensemble du territoire Île-de-France. Donc sur cette carte, on aperçoit trois consortiums qui couvrent notamment la métropole Grand Paris, l'Essonne et les Yvelines. Le 77 et le 95 sont également couverts, mais par ce qu'on appelle des contrats chaleur renouvelable, donc des CCRT. Hop. Je rebascule. Dans ce réseau, il y a un certain nombre d'acteurs, notamment des animateurs chaleur renouvelable. Aujourd'hui, vous êtes avec les animateurs de l'Essonne. Et donc, en tant qu'animateur, on a pour rôle de vous fournir de l'information neutre et gratuite, basée notamment sur la démarche ENR Choix de l'ADEME. On peut réaliser avec vous des études d'opportunités techniques et économiques pour des projets, vous fournir un certain nombre d'informations sur toutes les thématiques de chaleur renouvelable, les réseaux, la chaleur fatale, la géothermie, le solaire thermique, la biomasse qui nous concerne aujourd'hui. L'objectif étant d'enclencher la mécanique et de faire émerger les projets. Voilà, on peut aussi accompagner dans les suivis de projets, c'est-à-dire que même les projets pour lesquels on n'a pas été sollicité au moment de l'opportunité, mais pour lesquels vous souhaitez finalement être soit accompagné, soit avoir un regard extérieur et une relecture, on peut tout à fait intervenir sur des copiles, sur des rencontres ou en préparation amont de certaines réunions. Donc, en Essonne, je vous disais, on est trois. Le territoire est réparti comme sur la carte de gauche. Donc, vous avez les agglomérations de Paris-Saclay, Pays de Limours et Dourdan-Murpoix qui sont couvertes par la LEC Ouest-Essonne et c'est donc Thibaut, votre interlocuteur. Valdière-Val-de-Seine et Grand Paris Sud sont couvertes par l'Alex Sud parisienne. Là, ce sera Michaela. Et pour tout le reste du territoire, c'est le département. Et donc, c'est moi qui serai votre interlocutrice privilégiée. Quoi qu'il en soit, si vous avez le moindre doute, en fait, il y a un formulaire qui vous permet, donc, dont on a mis le lien et que vous aurez à la fin de la présentation, qui vous permet d'enregistrer votre projet, d'être contacté par l'animateur qui vous est dédié. Voilà, je vais arrêter le partage et Valérie, tu vas pouvoir prendre le relais. Alors, j'entends plus personne. On t'entend bien. Ok, super. Est-ce que vous me voyez bien aussi? Enfin, surtout mon écran, ma tête, c'est pas l'essentiel. On te voit, Euh, Valérie, c'est bon. ok, super. Donc moi, je vais vous faire une présentation d'une quarantaine de minutes. Après, on pourra passer aux questions. Enfin, ou même n'hésitez pas, comme on n'est pas très nombreux à me couper pendant la présentation. Si vous avez des questions, ça permettra d'y répondre de manière plus contextuelle avec les bonnes diapos au bon moment. Donc moi je suis Valérie Bremer, je suis animateur Fibois, enfin animateur Bois Énergie chez Fibois Île-de-France. Et donc on est une structure associative financée à 2 tiers par l'État et à 1 tiers par des fonds privés, donc prestations et adhésions. Parmi nos financeurs publics, donc on a la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, l'ADEME et la préfecture. Et on est membre du réseau Fibois France.
Donc voilà, il y a un Fibois par région avec des animateurs sur chacun des maillons de la filière, de la graine à la planche, si je peux dire, donc avec des chargés de mission à Montforestier, première, seconde transfo, Bois Énergie, etc. Et donc voilà, on peut aussi vous aider sur d'autres sujets de la filière bois. Je vais replacer un petit peu le Bois Énergie dans la dynamique et puis le panorama des ENR en France. Donc, en France, le bois domestique, c'est 42% de la part d'ENR, en tout cas de chaleur renouvelable, si on retire la partie électrique. Et puis, presque 18% pour les chaufferies bois. En Île-de-France, on est un peu moins développé sur la partie bois. On est à 31% pour le chauffage au bois domestique et les chaudières industrielles, collectives et tertiaires. Donc il y a à peu près 1,5 TWh qui proviennent des chaufferies bois et le reste qui provient du chauffage au bois domestique. En Île-de-France, on a une part qui est un petit peu moins forte parce qu'il y a un fort potentiel de valorisation des déchets ménagers, des CSR, via les usines d'incinération et également un fort potentiel géothermique. Donc le bois énergie, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie renouvelable si on gère correctement la forêt. Et c'est la première source de chaleur renouvelable en France. C'est aussi une filière qui permet de valoriser tous les coproduits, à la fois de sylviculture et les coproduits de scierie. Donc, quand on passe d'une planche, enfin, quand on passe d'un tronc rond à carré, il y a nécessairement des pertes qui vont bien souvent dans le bois énergie. C'est aussi une filière qui est génératrice d'emplois qui sont non délocalisables. On considère à peu près que 1000 tonnes de bois énergie, ça génère une personne à temps complet sur divers aspects, donc que ce soit la partie forêt, la partie chaufferie, la partie maintenance, la partie énergéticien par exemple. C'est une énergie qui est compétitive, pilotable, stockable et stable. Ça, c'est assez rare pour une ENR d'avoir toutes ces caractéristiques. Et donc, on pourra revenir sur le prix ultérieurement avec des courbes sur différents produits bois et comparativement à d'autres énergies classiques. Donc, le bois, évidemment, bah, il provient en majorité des forêts. Donc là, vous avez une carte de l'Île-de-France avec donc les forêts. Les forêts les plus foncées, en vert foncé, sont les forêts publiques. Elles représentent à peu près un tiers des forêts qui sont présentes sur le territoire francilien. Et le reste, ce sont des forêts privées et qui sont pour beaucoup morcelées. Donc de petites forêts privées euh, dispersées un petit peu partout. On a 288 000 hectares de forêt en Île-de-France, donc ça représente 24% du territoire, et vous avez en comparaison en bleu les chiffres pour la partie nationale. On a beaucoup de feuillus en Île-de-France, contrairement au tissu industriel qui est plutôt fait pour accueillir des résineux, mais ça a tendance à évoluer petit à petit. Et on a près de 50% de la surface qui est certifiée PEFC ou FSC, avec une grande majorité PEFC. Et donc, comme je disais, beaucoup de petits propriétaires qui ont moins de 4 hectares à hauteur de 96%. Tous ces chiffres, cette carte, vous pouvez la retrouver. Le lien est cliquable. J'imagine qu'on vous diffusera la présentation. Donc voilà, il y a énormément de liens qui sont cliquables un peu partout pour sourcer les informations sur les images, notamment. Donc la récolte en Île-de-France, on prend à peu près 536 000 mètres cubes chaque année à la forêt. Ça représente en moyenne 62% du taux d'accroissement, c'est-à-dire que sur tout ce qui pousse, on n'en prend que 62%. Donc chaque année, on capitalise un petit peu, la forêt grandit ou grossit. Euh, la moitié part en bois de chauffage, en autoconsommation, donc hors des circuits de commerce. Et parmi tout ce qui est commercialisé, en Île-de-France, on a 63% de bois énergie. Alors, ça vient du fait que déjà, dès qu'il y a une transformation, il y a du bois énergie qui part. Euh, voilà.
c'est inévitable. Et puis, c'est aussi dû au tissu industriel qui est assez pauvre en Île-de-France quand même. On a assez peu de scieries, on n'a pas beaucoup de panneaudiers non plus. Donc, la filière bois énergie est beaucoup plus présente que le reste des industriels du bois en Île-de-France. 30% de bois d'œuvre, donc c'est pour la partie construction, ameublement, aménagement, et bois industrie, donc c'est toute la filière papier, carton, panneaux. Euh, voilà. Et puis donc toujours la comparaison avec le national en dessous. Et comme je disais, donc une part qui va en bois énergie quand on fait pousser la forêt. Donc tout ce qui va être les ramifications des arbres, les branches, les petits arbres qui sont moins prometteurs que certains autres. Et puis encore une fois, en scierie, on a un rendement d'à peu près 50% entre la planche, les parties rondes de l'arbre qui ne font pas des planches, et puis les sûrs. Donc ça amène voilà, à avoir en bois énergie près de 70%, voire 80% en Île-de-France. On essaie de faire évoluer ça vers une part plus importante de bois d'œuvre, mais c'est pas évident, parce que le foncier est cher en Île-de-France et que il faut, euh, il faut être assez solide pour monter une scierie d'ampleur. Parmi tous les combustibles, enfin parmi toutes les formes de combustibles de bois, on a donc là je les ai triés par taille d'installation. Euh, donc le bois bûche qui est réservé uniquement à l'usage domestique. Donc ça je vais pas trop détailler, c'est assez connu. Le granulé aussi, donc qui est fait par un procédé assez simple de compression de sure. Et ensuite la chaleur et la température vont permettre d'agglomérer des petites sures pour faire des granulés. La plaquette forestière qui est broyée, euh, qui est donc du broyat d'arbres. Alors, c'est pas des beaux arbres qui donneront des fûts de chêne, par exemple, des choses comme ça. Ce sont des arbres qui vont être tortueux, qui ont été pas forcément bien gérés, et donc, ou alors des grosses branches. Donc ça, on va les broyer et on peut les envoyer soit directement en chaufferie, soit les envoyer en plateforme de transformation pour un séchage, un stockage, un affinage, par exemple. On a ensuite le bois déchet propre. Donc, c'est beaucoup en Île-de-France des palettes et des cagettes. Ce sont des bois qui sont bien souvent pas traités, donc ils sont propres. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà assez secs. L'inconvénient, c'est qu'il faut leur faire subir une sortie de statut de déchet. Comme on n'a pas le droit au niveau réglementaire de brûler des déchets, on le sort de son statut de déchet en effectuant des opérations de déferraillage. Donc, par exemple, on va retirer les clous des palettes, on va retirer les plots, donc les parties carrées des palettes, qui sont parfois en bois aggloméré, donc ils ont des cols ou des adjuvants. Et puis ensuite, on va broyer, affiner, contrôler tout ça. Et ça permet de retransformer ce déchet en combustible. On a ensuite les connexes de l'industrie du bois, donc c'est les parties rondes des troncs et les sûrs. Donc ça encore, ça peut être broyé ou réutilisé directement dans la scierie pour un processus de séchage par exemple ou pour une chaudière cogénération, donc qui va produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. On a ensuite les plaquettes bocagères et paysagères, donc qui proviennent non pas de la forêt, mais plutôt des haies, du bocage, des alignements d'arbres, des parcs et jardins en ville qui sont pas des forêts à proprement parler, puisque les arbres sont gérés d'une manière différente. Ils n'ont pas un but productif, mais plutôt ornemental ou social, donc de promenade, de chasse, voilà, de délimitation, par exemple. Et donc, on a des bois qui sont beaucoup plus fins, avec un taux d'écorce un peu plus important dû à leur petit diamètre. Et donc, ce sont des plaquettes qui sont plus difficiles à valoriser mais ça permet d'alléger la tension sur la forêt. Et enfin, on a donc là, ce sont réservés uniquement aux grosses installations, puisque ce sont des bois qui sont non dangereux, mais quand même pollués. Donc ça, ce sont les bois type panneaux de particules, contreplaqués, les bois peints, les montants de fenêtres, par exemple, les bois de déconstruction. Donc ça, ils sont
très scrupuleusement regardé à la fois en chaufferie et en amont lors de la préparation du combustible, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un morceau de béton à l'intérieur ou bien que la chaufferie émette trop de particules nocives. Donc ces chaufferies-là sont vraiment d'ampleur importante, tout simplement parce que pour pouvoir brûler ça, il faut toute une série de filtres, de process qui sont coûteux et qui sont rentables uniquement à partir d'une certaine échelle. Donc voilà, on va pas forcément détailler là ces combustibles-là dans ce webinaire, mais plutôt ceux qui sont classiques. Donc je disais tout à l'heure, il y a deux filières principales, la filière domestique avec 812 000 ménages qui sont concernés en Île-de-France, et puis la filière collective et industrielle, où là on a comptabilisé 145 chaufferies sur le territoire, de tailles différentes bien sûr, et qui produisent 1,5 TWh de chaleur renouvelable et qui consomment à peu près un demi-million de tonnes de biomasse, en tout cas en 2023. Donc pour la partie chaufferie, hein, donc on en a 145, les chiffres, je les ai cités précédemment. On a à peu près 98% de la production qui proviennent des installations de puissance importante, supérieure à 1 MW. Et le reste de la production, c'est produit par de multiples petites chaufferies qui sont un peu plus dispatchées de manière homogène sur le territoire. Les grosses chaufferies étant principalement reliées à des réseaux de chaleur dans le centre urbain autour de Paris. Et donc voilà, donc on a assez peu de chaleur qui est dédiée à l'industrie, 6%. Par contre, on a deux tiers qui est réservé à un usage résidentiel et un tiers à peu près qui est réservé à l'usage tertiaire. Donc chauffage des bâtiments communaux, chauffage des domiciles, des mairies, des salles des fêtes, etc. Donc voilà la répartition des chaufferies. Donc je le disais, c'est surtout sur les zones grises qui sont urbanisées, qui sont reliées à des réseaux de chaleur, et puis plein de petites autres chaufferies réparties sur le territoire. Donc on a des tailles différentes, des combustibles différents. Je ne vais pas détailler là, mais voilà, cette carte est aussi cliquable et accessible. Et elle est réalisée par l'IPR, donc l'Institut Paris Région, avec son département de l'Agence régionale énergie-climat, qui chaque année fait un sondage auprès des exploitants de chaufferie ou des maîtres d'ouvrage pour collecter des données sur chacune des chaufferies qu'on connaît, bien sûr. On prétend pas du tout être exhaustif sur ce panorama puisque les tout petites chaufferies peuvent passer inaperçues, notamment si elles ont pas bénéficié de subventions publiques. Donc au niveau de l'approvisionnement, on a pas mal de plateformes de transformation qui sont réparties de manière assez homogène sur le territoire. Donc sur une plateforme de transformation, on peut recevoir de la biomasse, la broyer, la trier, la transformer, l'affiner, la cribler, donc retirer les poussières, la préparer et puis la charger dans des camions. Donc c'est une étape qui engendre un peu de surcoût forcément, on doit faire tourner une plateforme, payer du matériel et des gens pour transformer cette matière, mais d'un autre côté, ça permet d'avoir une sécurisation de l'approvisionnement en combustible, ça permet d'avoir des combustibles qui vont être secs et donc qui sont propices à certaines chaufferies, mais pas forcément toutes. Et donc en Île-de-France, on a à peu près 50% du volume qui part en chaufferie, qui passe par une plateforme, et 50% qui va directement de la forêt à la chaufferie. Donc on coupe en forêt, on vient amener un broyeur, on broie, et puis on envoie en chaufferie. Ça, c'est possible uniquement avec des chaufferies d'une certaine ampleur qui sont capables d'accepter des combustibles humides et qui sont réglés pour ça. On détaillera après. Et donc, toutes ces plateformes, avec la répartition des chaufferies qu'on a vues tout à l'heure, ça donne un rayon moyen d'approvisionnement de 70 km, selon bien évidemment la taille de la chaufferie et le combustible qu'on va regarder. Le mode de fonctionnement d'une chaufferie, donc là c'est évidemment un schéma simplifié. On ne va pas détailler la partie combustion, récupération de chaleur.
Mais donc là, c'est l'exemple d'un direct forêt, donc un camion qui part de la forêt, qui vient livrer un silo de chaufferie. On pourra voir tout à l'heure quelques points pour dimensionner correctement le silo. Ensuite, un convoyage vers la chaufferie bois, la récupération de la chaleur, et toujours on essaie de garder une chaufferie d'appoint au cas où il y ait un problème d'approvisionnement ou un problème de la chaufferie bois. Et ensuite une partie filtration des fumées, évacuation des cendres. Au niveau de l'approvisionnement, donc on a différents types de silos pour différents types d'implantation de chaufferie, d'emprise au niveau du foncier, de capacité à creuser le sol ou pas. Donc là, j'ai mis des photos, mais je ne vais pas les détailler. Simplement, ce qu'on conseille et ce qu'on invite à faire pour les études de prédimensionnement ou les études de faisabilité, c'est de compter 3 jours d'autonomie en plein hiver, donc à pleine puissance, ce qui permet d'approvisionner d'un vendredi à un mardi ou un lundi s'il y a un jour férié dans le week-end, et comme ça de permettre de ne pas avoir une rupture d'approvisionnement. Et bien évidemment, on peut concevoir un silo qui va être plus grand pour éviter d'avoir une rotation de camions trop importante, par exemple. Au niveau de la livraison, donc il y a plusieurs livraisons qui sont possibles, soit des semi-remorques, donc de 90 mètres cubes, avec un fond mouvant. Donc ce sont des petites échelles qui vont venir décharger la matière sans qu'il y ait besoin d'incliner le camion. On a ensuite tout un tas de bennes, des bennes agricoles plus ou moins grandes, qui là vont s'incliner pour charger le silo. Donc ça, bon, je ne vais pas non plus trop le détailler. Et puis, une fois en chaufferie, avant de décharger, on fait quelques points de prélèvement dans le camion. On vérifie la granulométrie, donc la taille des plaquettes. Là, je vais parler surtout des plaquettes parce que c'est le combustible qui est majoritaire en Île-de-France sur la partie collectif et industrielle. Les granulés ont bien moins de problématiques puisque ce sont déjà des combustibles qui sont très, très homogènes euh, sur toutes les chaufferies. Et donc, on va sur la partie plaquette vérifier la granulométrie, l'humidité. On va regarder un petit peu la plaquette visuellement pour savoir ce qu'elle vaut avant de décharger le silo. Et il arrive qu'on refuse aussi des camions quand la plaquette n'est pas de bonne qualité et donc qu'elle engendrerait de la pollution, de l'encrassement, voire une rupture de la chaufferie. Voilà, donc il y a souvent aussi un pont bascule en entrée de chaufferie pour peser le camion et ensuite facturer le fournisseur. Ça se passe dans cet ordre-là. Pour la partie qualité de l'air, donc ça, la question est souvent posée. D'ailleurs, je peux peut-être faire une petite pause maintenant pour savoir s'il y a des questions sur la partie un peu générale. Bon, j'entends que non, peut-être pas. N'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions, que vous soyez animateur de contrat de chaleur ou participant au webinaire. Donc sur la partie qualité de l'air, on va surtout parler de deux polluants principaux. Donc les particules fines, qui sont donc simplement des petits morceaux de bois qui n'ont pas eu le temps d'être brûlés et qui s'envolent malgré tout dans les fumées et qu'on retrouve ensuite dans l'air. Donc il y a plusieurs filières qui sont émettrices de particules fines. Il y a l'agriculture aussi, il y a le transport via la combustion d'énergie fossile ou le freinage, par exemple, des plaquettes de frein qui vont émettre des particules fines. Néanmoins, le bois énergie en Île-de-France reste l'une des principales sources de pollution, et on verra tout à l'heure de quelle filière elle provient. Et on a aussi donc la pollution aux oxydes d'azote, donc là qui est assez peu importante pour la partie bois. En tout cas, quand on regarde les seuils qui sont imposés, on est toujours en dessous. Euh, et c'est un polluant qui provient aussi fortement du trafic routier. Donc quand on regarde les cartographies d'Air Paris, on voit surtout les émissions d'oxyde d'azote au niveau des autoroutes ou des nationales.
On a aussi d'autres polluants, mais qui sont bien moins alertants parce que la filière bois en émet, mais pas de manière significative. Donc parmi les particules fines, on a les PM10, donc les particules qui font 10 micromètres ou moins, et les PM2,5 qui font donc 2,5 micromètres ou moins. Donc c'est en progrès depuis plus de 20 ans maintenant, avec l'amélioration des technologies, les restrictions réglementaires, les contrôles en chaufferie, et puis les combustibles qui sont de plus en plus surveillés euh, pour ne pas émettre trop de polluants. Donc voilà, j'en parlais tout à l'heure, c'est le secteur résidentiel qui est surtout émetteur de particules, de PM10 et de PM5, et donc avec une forte proportion qui provient du chauffage au bois. Et là, quand on parle de chauffage au bois, on met un petit peu tout le monde dans le même panier, puisque en fait, il y a un traceur qui est propre à la combustion de la biomasse, mais qui peut aussi bien provenir du brûlage à l'air libre d'un paysagiste ou d'un agriculteur que d'une chaufferie, que d'un particulier qui met une bûche dans son insert, ou qui va mettre une palette ou un bois déchet dans son installation. Donc on ne peut pas différencier chaque émission. Par contre, on sait combien on émet au niveau des chaufferies puisqu'elles sont suivies. Alors soit on continue pour les plus grosses, soit tous les ans, soit tous les 3 ans, avec différents relevés qui sont faits par des agences de contrôle externes à la chaufferie. Et donc, on sait combien on émet en chaufferie et ça représente seulement 5% au niveau national des émissions de particules fines qui sont liées à la combustion de la biomasse. Le reste provenant donc du brûlage à l'air libre et du chauffage domestique, donc là qui n'est pas pourvu de filtre, dont le combustible est bien moins réglementé et dont les installations sont moins finement pilotées qu'une chaufferie où il y a un exploitant qui sait exactement comment régler la chaufferie, qui fait le réglage, enfin qui ajuste le réglage à chaque réception de biomasse pour que ça soit vraiment adapté au combustible. Et en plus, les chaufferies ont des tailles suffisamment intéressantes pour pouvoir installer des filtres qui sont de plus en plus performants et qui permettent aussi à toute la filière d'avancer euh, pour suivre les contraintes réglementaires qui sont évidemment de plus en plus basses. Donc voilà, une petite comparaison de la partie chaufferie collective et chauffage domestique. Donc 5 foyers ouverts comme on voyait avant. Donc les foyers ouverts, c'est là où on peut mettre directement la main dans le feu sans aucun obstacle. Donc ça émet 30 fois plus qu'une chaufferie collective, qu'une petite chaufferie collective. Et donc, on a un petit comparatif sur l'histogramme de droite entre un foyer fermé à bûche avant 2005 et puis une grande chaufferie biomasse en termes de particules. Donc, on est drastiquement moins émetteur euh, quand on est sur une grande installation biomasse. L'évolution dans le temps, donc elle est notable. Attention, là, ce sont des échelles qui sont différentes entre chauffage domestique et chaufferie bois. Ben, encore une fois, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, à la fois en termes de nombre d'installations, de quantité de matière brûlée pour une filière ou l'autre, et à la fois en termes d'émissions en sortie de cheminée. Donc le chauffage domestique qui est représenté en vert, il a nettement amélioré ses émissions de particules. Donc ça, c'est assez simplement dû au remplacement de la bûche progressivement par le granulé, qui est un combustible beaucoup plus propre de manière intrinsèque parce qu'il est très réglementé, il est dépourvu d'écorce, il est très sec. Donc ça contribue à une meilleure combustion. Et puis l'amélioration des appareils qui sont eux aussi réglementés via des mesures en laboratoire avant commercialisation de l'appareil. Et puis la partie chaufferie bois, alors qui certes là sur le graphique augmente,
mais c'est tout simplement parce que le nombre de chaufferies collectives augmente. Donc, pour décarboner certains réseaux de chaleur, on a décidé de mettre davantage de chaufferies bois, surtout à partir de voilà, 2010-2012, avec la création du fonds chaleur et les incitations via des aides publiques pour l'implantation de chaufferies. Donc ça a contribué à une légère hausse des émissions des chaufferies, mais euh, bien sûr, plus les chaufferies sont récentes, moins elles sont émissives. Et donc on a entre 1990 et 2023 une baisse globale de 61% des émissions de particules fines, euh, les PM2,5, et à la fois une baisse de consommation de bois de 26%. Donc ça, c'est dû à des meilleurs rendements à la fois sur les appareils domestiques et collectifs, puisqu'on a de meilleures technologies et on a aussi une meilleure compréhension de la combustion du bois, avec les recherches qui sont faites à la fois en laboratoire et puis par chacun des constructeurs d'appareils. Euh, donc ensuite, toujours sur la partie qualité de l'air, là j'ai mis un tableau, alors qui n'est pas très digeste, j'en conviens, mais sur les réglementations diverses qui sont applicables. Donc là, on parle surtout sur l'Île-de-France. Donc la partie éco-conception, donc qui est destinée aux petits appareils et qui sont des mesures en laboratoire sur les NOx et les poussières. Euh, des réglementations qui sont imposées par le Fonds chaleur de l'ADEME lorsqu'on demande une aide publique à l'ADEME. Donc là encore, plutôt pour les petites installations. Les ICPE, donc là, qui est une réglementation nationale qui est obligatoire à partir de 1 MW. Donc ce sont les installations classées pour la protection de l'environnement avec des seuils qui sont encore un petit peu plus exigeants. Et enfin, le plan de protection de l'atmosphère, donc valable sur différentes métropoles et en particulier Paris, mais qui couvre toute l'Île-de-France dans notre cas. Et donc avec des mesures, enfin des VLE, des valeurs limites d'émission qui sont encore plus basses. Et là, début 2025, on a révisé le plan de protection de l'atmosphère pour abaisser le seuil de 2 mégawatts à 500 kilowatts et, avoir des réglementations sur l'intégralité des tranches de puissance des chaufferies, puisque si on retire la partie bleue, et ben on se rend compte qu'on a un trou pour les chaufferies qui ne bénéficient pas de subventions publiques. Donc c'est maintenant réglé. Voilà, pour la partie qualité de l'air. Euh, donc une bonne combustion en chaufferie, ça passe par un bon dimensionnement, donc en avant-projet, bien étudier les besoins et comment produire la chaleur. Enfin, faut savoir qu'une chaufferie qui tourne en sous-régime, elle a un rendement qui est moins intéressant, elle a un encrassement qui est plus fort, elle va s'abîmer plus vite, elle va émettre plus de particules. Enfin, tous les voyants sont au rouge quand on fait tourner une chaufferie, on va dire en dessous de 30% de sa puissance nominale. Donc ça, c'est à éviter. Et notamment, il faut prendre ça en compte en été lorsqu'on n'a plus de besoin de chauffage, mais qu'on a quand même des besoins en eau chaude sanitaire. Là, soit on met plusieurs chaufferies en cascade, donc ça veut dire plutôt que de mettre une grosse chaudière, on va en mettre deux petites, soit en répartissant la puissance 50-50, soit un tiers, deux tiers. Ça permet d'être beaucoup plus modulable sur la puissance. Et puis ensuite, pour les pics hivernaux, on ne va pas dimensionner la chaufferie biomasse pour la puissance maximale demandée un jour en hiver. Ça induit un investissement qui est bien plus important, mais une couverture biomasse qui est pas vraiment plus intéressante. On essaie d'atteindre en général 80% de couverture biomasse au minimum, et puis le reste, c'est pris par l'énergie d'appoint, donc soit la chaudière gaz historique qui aura été laissée dans le bâtiment communal, par exemple, soit une nouvelle chaufferie gaz, par exemple, ou des panneaux solaires thermiques quand on parle de besoins d'été. Enfin voilà, faut essayer d'avoir le maximum de couverture sans pour autant
surdimensionner la chaudière. Ensuite, on regarde beaucoup donc le combustible. Pour les projets de petite puissance, on invite les porteurs de projets à choisir plutôt le granulé que la plaquette, parce qu'il est beaucoup plus réactif. Donc, quand on a un appel de puissance un peu spontané, la chaudière va être davantage capable d'y répondre tout de suite, plutôt que d'allumer l'énergie d'appoint le temps de pallier cette demande ponctuelle. Et puis également parce que les chaufferies de petite puissance sont bien moins souvent équipées de filtres. Euh, alors parce qu'elles sont pas obligées, mais parce qu'aussi ça induit des frais d'investissement supplémentaires. Donc ces petites installations, on conseille plutôt le granulé. On fait attention aussi à la teneur en azote, donc là c'est vraiment propre au combustible. Et puis ensuite, on met pas n'importe quoi dans sa chaufferie, évidemment. Alors ça, c'est un message qui s'adresse plutôt aux particuliers qu'aux chaufferies, parce que les chaufferies ne font pas vraiment n'importe quoi. Il y a des exploitants derrière qui sont très regardés et de plus en plus avec les problématiques de qualité de l'air. Et ensuite, quand on peut, à la fois financièrement et au niveau spatial dans la chaufferie, si on a la place, on va mettre un système de filtration des particules. Donc on va voir tout à l'heure, il en existe différents types, mais il y en a trois grands. Donc il y a le filtre cyclonique. Donc là, c'est tout bêtement comme un aspirateur sans sac. On vient faire tourner les fumées et par effet de centrifugation un petit peu, on a les particules qui vont se déposer sur les parois du filtre cyclonique et puis l'air qui va être purifié au centre et qui va pouvoir sortir. Et donc cet air qui sort, on le fait passer dans un autre cyclone, encore une fois. Et donc, on a des filtres multicycloniques. Voilà. Plusieurs filtres cycloniques en série. Et donc, ça permet d'abattre une certaine partie des grosses particules, surtout. C'est un filtre qui est assez peu coûteux en entretien et en investissement. Et donc, qui permet de nettoyer les grosses particules des fumées pour ensuite les envoyer vers un filtre secondaire qui, lui, va permettre de retirer les petites particules des fumées et qui du coup ne sera pas encrassé par les grosses particules qui auront été préalablement filtrées par le filtre cyclonique. Donc là, on a deux technologies, le filtre à manche, qui est plutôt un filtre à chaussette en réalité, parce que la manche n'est pas fermée, contrairement à la chaussette. Donc là, on vient faire passer les fumées dans une chaussette, et donc la chaussette vient récupérer les particules, et puis de temps en temps, on fait circuler de l'air en sens inverse pour nettoyer cette chaussette et récupérer les cendres en bas du filtre. Et au milieu, on a l'électrofiltre, donc lui qui est un peu plus complexe. On vient émettre un courant électrique au niveau du passage des fumées. Il y a des petits ions qui vont se coller au niveau des particules fines et qui vont les emmener vers une plaque qui sera régulièrement frappée soit par un compresseur d'air, soit par un marteau. Et donc, ces plaques vont se décharger dans un récipient de cendres. Et donc, ces cendres qui sont récupérées à travers ces trois fils sont appelées des cendres volantes et elles sont différentes des cendres qu'on trouve sous le foyer, qui sont directement issues de la combustion. Et puis ensuite, pour traiter les oxydes d'azote, là, sur les chaufferies de taille un peu plus importante, on va dire au-delà de quelques mégawatts. Entre 2 et 4, on commence déjà à y réfléchir. Et au-delà de 4, c'est fortement conseillé. On a des systèmes pour traiter les oxydes d'azote de manière chimique, mais aussi de manière architecturale dans la chaudière. Ce point-là, je ne vais pas le détailler parce qu'il est vraiment propre aux grosses chaufferies. Donc sur la partie qualité de l'air, alors en partie qualité de l'air, il y a aussi pression sur la forêt, il y a aussi délocalisation des énergies. On se doit de respecter le NR choix. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je le détaille rapidement. Tu peux peut-être le présenter rapidement, oui, Valérie, parce que c'est pas, on l'a pas abordé spécifiquement en webinaire. Ok, donc le NR choix, il est obligatoire lorsqu'on demande des subventions publiques, à la fois via les contrats de chaleur renouvelable ou la région Île-de-France ou directement via le fonds chaleur de l'ADEME.
on doit respecter un certain processus dans la création de son énergie. Donc en premier, évidemment, on vient réduire ses consommations énergétiques parce qu'il est hors de question de dimensionner un système renouvelable ou non, hein, bien sûr, si on a des déperditions énormes. Donc on vient déjà freiner ces déperditions, éviter les passoires thermiques, notamment les process très énergivores, alors qu'il existe des process plus efficients. Ensuite, on vient voir s'il est possible de se raccorder à un réseau de chaleur existant qui passe pas loin, par exemple. Et si vraiment on ne peut pas faire ça, on vient créer sa propre source de chaleur ou récupérer sa propre source de chaleur. Donc, en premier lieu, les énergies fatales, donc qui sont des énergies déjà présentes aux alentours, donc qui peuvent être un data center, une usine d'incinération. Voilà, on va venir récupérer l'énergie qui est produite par le process pour qu'elle ne soit pas perdue, pour venir faire du chauffage. Ensuite, donc, on doit étudier les énergies non délocalisables, donc la géothermie et le solaire thermique notamment. Donc ça permet de laisser la biomasse aux territoires qui n'ont pas ces potentiels-là, qui n'ont pas de chaleur fatale à proximité. Et donc bien souvent en Île-de-France, on s'arrête au niveau 2 de l'Enerchois parce qu'on a un assez fort potentiel en ressources géothermie. En Île-de-France, on a plusieurs bassins qui sont connus, chauds, répertoriés. Donc il y a beaucoup de projets qui sont éligibles à la géothermie et qui n'ont pas besoin euh, d'avoir une étude de biomasse derrière. Et ensuite vient la biomasse, si vraiment là on n'a pas d'autre choix, on va venir proposer l'installation d'une chaudière biomasse. Et donc en Île-de-France, tout à l'heure on a vu la couverture de l'Essonne sur la partie animation chaleur renouvelable. Là, il y a aussi des contrats de chaleur renouvelable qui sont signés avec l'ADEME. Alors, pas sur toute l'Île-de-France, mais uniquement sur les parties colorées de la carte. Donc, on a le CIGEIF sur le pourtour de l'Île-de-France, la ville de Paris au centre, et puis toute la partie Seine-et-Marne avec le syndicat des énergies de Seine-et-Marne. Donc là, ça permet alors déjà d'accompagner le porteur de projet qui souhaite se lancer, d'orienter vers une énergie et aussi de financer une partie de l'investissement, que la chaufferie soit petite ou grosse. Contrairement au reste de l'Île-de-France où il faut atteindre un certain palier de production énergétique pour bénéficier d'une aide publique, de l'ADEME. Ensuite, au niveau des coûts d'investissement, donc on a un coût en fonction de la puissance qu'on va installer. Évidemment, c'est dégressif. Un appareil de 0,5 MW ne va pas coûter vraiment beaucoup moins cher qu'un appareil d'1 mégawatt. Et pour autant, il est censé produire 2 fois moins. Donc voilà, plus la chaufferie a une taille importante, moins elle est coûteuse, à la fois en termes de filtration, de stockage, d'approvisionnement, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on tend et l'ADEME pousse pour qu'on installe plutôt des chaufferies collectives d'une certaine taille plutôt qu'on développe le chauffage domestique pour des problèmes aussi de qualité de l'air également. Au niveau des coûts d'exploitation, ben, c'est la même chose. Euh, donc on divise ça un peu en plusieurs postes, donc l'achat du combustible, l'entretien et la maintenance, et le gros entretien et le renouvellement de certaines pièces qui vont être usées. Euh, donc là, les coûts sont un petit peu différents lorsque la chaufferie est reliée à un réseau de chaleur. Je vais peut-être pas détailler cette partie, mais vous aurez les ordres de grandeur dans la présentation. Et ensuite, donc, je reviens à ce que j'ai évoqué en tout début de webinaire, donc la stabilité des prix du combustible. Donc là, c'est la partie P1 de cette slide, donc la partie achat du combustible. Euh,
Pourquoi le bois est intéressant en énergie? C'est parce que on fait des économies sur l'achat du combustible. Par contre, on a un investissement qui est généralement plus important que pour une chaudière gaz, par exemple, qui a un fonctionnement beaucoup plus simple, une emprise au sol beaucoup plus simple, donc il n'y a pas forcément besoin d'effectuer trop de travaux pour en implanter une, contrairement à une chaufferie bois. Par contre, on va s'y retrouver au bout de quelques années, dépendamment de la puissance, du combustible, de ce qu'on va alimenter. On va s'y retrouver au bout de quelques années grâce à un combustible qui va être moins cher et qui va permettre d'année en année d'amortir l'investissement initial plus fort. Donc là, bah, les, les combustibles, si on met l'électricité dans les combustibles, ça sera plus simple d'en parler comme ça. Qui sont les moins chers, ce sont ceux bois, donc avec la plaquette forestière dont j'ai parlé en tout début, qui est vraiment la moins chère, parce que c'est un combustible qui est très peu transformé, qui, contrairement à la bûche, n'a pas besoin d'une manutention manuelle de la part de l'homme. Ça peut être fait complètement par des systèmes mécaniques, des vis sans fin, des tapis roulants, des camions souffleurs, des choses comme ça. Ensuite, on a la bûche. Et ensuite, le combustible bois qui est le plus cher, c'est le granulé parce qu'il est davantage manufacturé. Il est séché, il est compressé, il est parfois en sachet. Donc ça conduit à un surcoût, mais qui reste quand même très abordable par rapport à d'autres combustibles comme le fioul, le gaz, le propane ou l'électricité. Et donc ça, ces économies sur l'achat du combustible permettent d'avoir des temps de retour qui peuvent être de l'ordre de 7 à 10 ans sur certaines installations, et on peut ajouter à ça la partie aide publique qui amoindrit l'investissement pour le maître d'ouvrage. Voilà, je pense que j'ai tenu à peu près le timing. Ça nous laisse quelques minutes pour les questions si vous en avez. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de participants. Malgré tout, certains sont arrivés en cours. Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez pas pu voir parce que probablement abordés avant et que vous aimeriez qu'on rebalaye rapidement? Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vous-même vos micros. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit message dans la conversation. Oui, une petite question. Vous m'entendez? Oui, on Oui, vous entend. oui. Une petite question sur les chaufferies bois. On entend souvent parler de problèmes d'encrassement en fait des chaudières et de dysfonctionnement et d'arrêt. Quels sont les retours que l'on a là-dessus pour éviter effectivement cela, si ce n'est que tout ce que vous avez développé effectivement sur la qualité du combustible? Alors effectivement, bah, il y a plus de pannes possibles qu'une chaufferie gaz, où là on fait transiter un gaz ou un liquide. Là, comme on a quelque chose de solide, effectivement, parfois ça coince, ça force et ça peut casser. Donc on fait évidemment attention à la granulométrie du combustible. Ça, c'est une relation avec et une discussion à avoir avec le fournisseur pour s'accorder sur la qualité de produit qu'on a envie de recevoir en chaufferie. Il ne faut pas non plus que l'exploitant hésite à refuser un camion si jamais il y a des gros morceaux de bois, en tout cas trop gros pour être correctement manipulés par les systèmes de convoyage de la chaufferie. Ensuite, on a la partie donc chaudière d'appoint qui doit pouvoir prendre le relais à ce moment-là, donc elle doit être régulièrement contrôlée au cas où. On a la partie exploitant, donc qui doit pouvoir réagir assez rapidement s'il y a une casse. Mais pour l'éviter, on va en avant-projet adapter vraiment la chaufferie au combustible qui est disponible aux alentours. On ne fait pas l'inverse. On dimensionne pas la chaufferie en considérant en imaginant un certain type de combustible qui n'est pas à proximité, puisque là, du coup, bah, on va peiner à trouver un fournisseur. On va peut-être faire des concessions sur la qualité du combustible, et là, ça amène évidemment à des incohérences entre ce pourquoi les systèmes de convoyage sont prévus
et la qualité du combustible. Donc on va, pour des petites chaufferies, on va privilégier de la petite plaquette assez fine pour qu'elle puisse être facilement convoyée par des vis sans fin. Et à l'inverse, dans des plus grosses, on va privilégier des échelles racleuses, enfin ça ressemble un petit peu à des tapis de supermarché. On va simplement venir déposer la biomasse et puis comme ça, même s'il y a des grandes longueurs, normalement ça va pas coincer. Et puis avec ça, on évite aussi les indésirables. J'en ai pas vraiment parlé, mais ils peuvent se retrouver aussi dans le bois. Quand en forêt, on va venir euh, accidentellement introduire un caillou, par exemple, dans le combustible, ou bien si on fait mal le tri de certaines parties métalliques des palettes, voilà, on peut se retrouver avec des indésirables dans le combustible. Et donc ça, c'est évidemment un accord et une confiance qui doit être réciproque entre le producteur du combustible et le receveur, donc la chaufferie. Merci. Et donc ça, il y a plusieurs... enfin, il y a notamment une association qui s'appelle le CIB, CIBE, le Comité interprofessionnel du bois énergie, qui travaille en discutant avec tous les exploitants pour savoir comment bien adapter et limiter ces casses et ces arrêts temporaires le plus possible. Et donc on voit qu'on a clairement des améliorations qui sont faites les dernières années parce que ça évite que tout le monde fasse les mêmes erreurs dans son coin. Donc là, on mutualise un petit peu les retours d'expérience et ça permet vraiment d'adapter le matériel. Et en plus, les constructeurs d'appareils font de gros efforts pour que le maximum de combustible puisse être accepté en chaufferie, que les pièces soient plus facilement remplaçables euh, par l'exploitant déjà en premier lieu. Je vois qu'il y a une autre main levée. Oui, Monsieur Mort, si vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, Oui, c'est bon, vous m'entendez? oui, on vous entend. Oui, oui, excusez-moi, du coup, j'ai pris la réunion en route, donc ça a peut-être déjà été dit. C'était pour voir, est-ce qu'il y avait du coup un schéma directeur national sur ces développements de tout ce qui est en lien avec enfin, les chaudières à bois, là, et comment ça s'articule éventuellement dans les PLU, de votre expérience, les subventions et le reste à charge qui peut être arrivé aux ceux qui veulent, enfin, auprès des usagers qui veulent, les habitants qui veulent en installer. Voilà. Et Alors, pour la l'intérêt des partie... particuliers, est-ce que vous sentez un intérêt des particuliers, c'est l'année récente et une tendance à ce développement? Désolé si c'est des redites, mais merci. Non, c'est effectivement des points que je n'ai pas évoqués. Donc les subventions pour les particuliers et les plans en tout cas les schémas de planification ou les documents un peu directeurs. Mhm. Donc au niveau national, donc, il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va fixer des objectifs nationaux qui vont être déclinables. Alors maintenant, elle est sortie assez récemment, donc les objectifs ne sont pas encore déclinés de manière régionale. En région, on a le schéma régional biomasse qui permet de répartir la biomasse entre tous les usages potentiels qui vont enfin, qui peuvent être envisagés en prenant en compte leur rendement, leur efficacité, les besoins futurs, par exemple l'hydrogène, la méthanisation. Voilà, on peut penser à des concurrences d'usage comme ça au classique chaleur-bois. On a aussi le SRCAE, donc le schéma régional climat et énergie en Île-de-France. Donc là, c'est un peu plus large que seulement le bois énergie. On va parler de qualité de l'air, de bâti, de logement, euh, voilà, de transport aussi, mais ça inclut une partie bois énergie. Et donc là, dans ce SRCAE, on va à la fois essayer de faire un état des lieux des combustibles qui sont actuellement utilisés et puis d'orienter les pouvoirs publics vers
un usage plutôt qu'un autre, parce qu'il va être plus vertueux, soit pour des raisons de qualité de l'air, soit pour des questions de pression sur la forêt. Voilà. Par exemple, on va privilégier la mise en place de chaufferies plutôt que le développement d'installations particulières. Néanmoins, comme ce sont celles qui vont induire le plus de pollution au niveau de l'air via les particules fines, on n'oublie pas qu'il faut aussi remplacer ces vieux appareils. Même si on ne développe pas la filière domestique, on aura difficilement des gains sur la partie émission du chauffage au bois en particules fines si on ne travaille que sur les chaufferies collectives, qui sont déjà très peu émissives. Il faut avant tout remplacer les vieux appareils domestiques et puis ensuite tendre vers du chauffage collectif via des réseaux de chaleur et des chaufferies biomasse plutôt que plusieurs petits chauffages individuels. Mais ça, évidemment, c'est pas possible dans toutes les régions, c'est pas possible dans tous les endroits d'Île-de-France parce qu'il faut une certaine densité thermique pour mettre un réseau de chaleur. Et puis sur la partie chauffage des particuliers, aides et engouement, au niveau des aides, il y en a de moins en moins parce que voilà, bah déjà il y a de nouvelles technologies qui existent. Il y a des choses qui sont des contraintes techniques qui sont dont les seuils sont abaissés. Par exemple, en géothermie, un particulier peut aussi faire de la géothermie. On a aussi les pompes à chaleur qui arrivent et qui sont de plus en plus performantes. Et puis, voilà, il y a ces énergies-là. Et puis, encore une fois, le fait qu'on ne pousse pas non plus au développement du bois sur la partie domestique. Donc là, au niveau des aides, on avait de la part de la région Île-de-France un fonds Airbois qui permettait d'avoir un forfait de 1000 à 2000 euros pour le remplacement d'un appareil ancien au bois par un plus récent. Bon, malheureusement, la région a cessé de financer une partie enfin, a cessé de financer les ENR et donc ça a touché cette aide-là. On a MaPrimeRénov' également qui permet de compenser un petit peu l'investissement selon la tranche de revenus dans laquelle on se trouve. Et on a des aides privées aussi, type certificat d'économie d'énergie, donc qui sont des aides privées, mais qui sont demandables par tous, que ce soit domestique, collectif, public ou industriel. Après, voilà, au niveau des particuliers, est-ce qu'on a un engouement en ce moment? Je dirais pas plus que sur les autres ENR. Au contraire, même, on a plutôt une concurrence avec la pompe à chaleur qui est assez bien, enfin, qui est correcte en Île-de-France, puisqu'on n'a pas des températures extrêmes comme en montagne, par exemple, où là, il va falloir assez fortement chauffer, avoir des températures un peu plus hautes. Et puis d'un autre côté, dans un centre urbain comme la métropole du Grand Paris, par exemple, et puis ses alentours, ça permet d'éviter les problématiques de qualité de l'air. Voilà. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. Il y avait plusieurs questions dans... Merci. Oui, merci. Je vais juste faire un tout petit complément sur les aides, mais qui va dans le même sens. Il y a eu au département, il y a quelques années, une prime Airbois aussi qui avait vocation à faciliter le remplacement d'anciens équipements. Mais c'est pareil, le département a arrêté cette prime il y a déjà plusieurs années. Pour moi, cette partie-là, elle pourrait être... alors, si on arrivait à remettre en place un fonds Airbois par département, par région ou à échelle nationale sur certaines zones qui posent problème, parce que souvent, on met des fonds Airbois sur les zones les plus polluées par le chauffage au bois. Alors, soit parce qu'elles sont très denses, comme l'Île-de-France, soit parce qu'elles sont dans un contexte de relief particulier, comme la vallée de l'Arve, par exemple, qui a initié les fonds Airbois. Donc, c'est une zone qui est un petit peu en cuvette, donc les particules ont du mal à se dissiper dans ces zones-là. Euh, voilà, ça incite pas mal les particuliers et c'est un gros point sur lequel
travailler avant de passer à d'autres mesures. Enfin, bon, on a réduire les émissions des chaufferies collectives et industrielles. On n'arrivera qu'à le faire en marge. Il faut absolument qu'on arrive à renouveler le parc vieillissant d'installations domestiques qui sont très émissives. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y aura une dernière question? Je ne vois. Ah, bah alors sinon, j'en avais une toute dernière. Excusez-moi, du coup, j'ai vraiment fait Allez, c'est après la en dernière, route. après on clôture. Ouais, la géothermie, vous en avez peut-être parlé dans les projets qu'il y a, notamment par exemple à Longjumeau. Chez Mazarin, il dit de mettre en place, s'appuyer sur la géothermie. Est-ce que vous avez des exemples de déploiement de géothermie qui ait bien fonctionné, des choses, enfin voilà, sur lesquelles des exemples auxquels penser, quoi. Et donc, voilà, c'est peut-être un peu connexe à la formation, éventuellement. Mais merci. Alors, effectivement, notre intervenant, lui, il est plutôt spécialisé bois. Ouais, Je pense pas, et Valérie, que comme tu es de retour sur la j'entendais géothermie parler, Longjumeau. Thibaut, est-ce que tu as eu des échanges, toi, avec Longjumeau ou pas du tout? Parce que vous avez raté le début, mais en fait, on vous enverra la présentation. Mais il y a 3 animateurs chaleur renouvelable sur le département de l'Essonne, avec un découpage territorial qui nous est propre. Thibaut, c'est toi, Longjumeau, c'est la CPS? Oui, donc c'est un projet d'accord. mutualisé Longjumeau Chili-Mazarin, mais on est en très très amont, donc il y a pas de retour D'accord. d'expérience pour l'instant sur ce En projet-là. fait, du coup, enfin, c'est pour poser ma question, par contre, parce que moi, je suis élu à Longjumeau, du coup, sur ces thématiques urbanisme. D'accord. Et plus, en gros, est-ce que de votre côté, comme vous avez travaillé dessus, vous aviez en tête d'autres, même pour moi, le savoir un peu, d'autres endroits où ça avait fonctionné à travers la France Bah, voilà, a priori, on était sur une géothermie profonde, donc c'est des géothermies qu'on retrouve quand même plus concentrées sur la petite couronne, puisqu'on a des besoins suffisants pour mettre en place ce type d'ingénierie, de technologie. D'accord. Sur le territoire de la Lake West Essonne, on n'a pas de géothermie profonde. On a des plus petits projets de géothermie, donc géothermie de surface pour des plus petits besoins, mais pour des projets d'ampleur comme à Longjumeau et Chili-Mazarin, on n'a pas pas de D'accord. retour sur le territoire. Par contre, ce que je peux Entendu. peut-être vous inviter à faire, c'est s'il y a un vrai besoin, on peut peut-être caler un rendez-vous avec Thibaut. Nous, Bien sûr. on recueille vos besoins et puis avec le réseau qui justement est aussi sur notamment la métropole Grand Paris a déjà des projets, on pourra peut-être se renseigner pour répondre à vos questionnements. Ah bah écoutez, volontiers, pour que c'est un projet de mandat, donc de toute façon, donc très volontiers, ouais, bien sûr. Merci beaucoup. On revient vers Contact vous, je avec vous vous. envoie des documents après le webinaire et vous aurez du coup tous les contacts et les liens pour pouvoir Parfait. prendre contact. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bien du coup, je vous propose de clore cette réunion, enfin ce webinaire. Merci beaucoup Valérie pour cette intervention. Et puis je vous souhaite une très belle après-midi. Merci bien. Bon après-midi également. Également. Merci, au revoir. Bon Bon après-midi. après-midi, au Au revoir. revoir. Est-ce que vous vouliez débriefer avant Attends. que... Ouais, je stoppe juste là l'enregistrement. Ah ouais. Arrêtez l'enregistrement.